Et je vous propose de passer au dernier temps de notre journée, donc à un débat au sein d'une table ronde sur les questions de l'individu face à la complexité et la souveraineté numérique. Ce n'est pas l'individu face à la souveraineté numérique, mais et souveraineté numérique. J'invite mes participants à la table ronde à me rejoindre. Je vois Philippe Blot qui est là, Dominique Boulier, Alexandre aussi Zapolski et Christian Licop et Francis Jutan. Tiens, je vais me mettre de ce côté-là. Je pense que je verrai mieux la salle comme ça. Voilà. Attends, je vais prendre ma doc. Installez-vous. Je vais juste prendre mes documents. Alors. Installe-toi. Voilà. Est-ce que ça doit être une installation qui devrait le faire? Comme ça. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Comme je le disais ce matin, initialement, on avait envisagé de faire deux tables rondes, une sur justement l'individu face à la complexité et l'autre sur la souveraineté numérique. Et puis finalement, je veux dire à la fois des questions de logistique nous ont conduit un peu à réfléchir aussi sur le fond, et on s'était dit finalement les deux sujets avaient un lien entre eux et qu'on pouvait traiter ça au sein de la même table ronde. Alors il y avait quelqu'un qui devait être avec nous aussi, qui est Thierry Tabois d'Orange, et qui malheureusement a eu un empêchement personnel. Là, donc il vient de m'envoyer un message tout à l'heure me disant que sa petite fille a eu un accident à l'école et qu'il ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. Donc j'allais dire d'une certaine façon, je lui répondais que j'espère que ce n'est pas grave, et en même temps j'étais en train de me dire mais peut-être qu'on était un peu trop nombreux dans la table ronde et qu'on essayait de regarder le côté positif. Alors, je vais peut-être vous présenter quand même mes invités. Autour de la table, nous avons Philippe Blot de l'ANSSI, donc l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, donc qui est en charge de la division produits et services de sécurité au sein de l'agence. Et sa mission principale est de connaître l'offre et les industriels du secteur, d'influencer l'émergence de solutions face aux nouveaux besoins. Ah oui, qu'est-ce que je faisais? Je faisais comme ça, je regardais Dominique, c'est ça, oui, je faisais. D'accord. Je regardais Dominique, oui. L'émergence de solutions face aux nouveaux besoins et de labelliser et promouvoir les offres de confiance en liaison avec les autres acteurs de la politique industrielle du secteur. Voilà. Et je passe à justement Dominique, qui est professeur des universités. Dominique Boulier, professeur des universités en sociologie à Sciences Po Paris et coordonnateur avec Bruno Latour du Media Lab, directeur exécutif du projet Forecast. Peut-être que tout à l'heure, il aura l'occasion de nous dire de quoi ça retourne. Dominique est docteur en sociologie, HDR en infocom et diplômé en linguistique. Et il a exercé successivement des fonctions de chef d'entreprise, de directeur de Costec, l'UT de Compiègne, l'UTC, de Lutin User Lab, Cité des Sciences, et il est créateur du DSS en ligne de rédaction technique d'ICIT à l'UTC. Donc il est spécialisé dans les enjeux sociopolitiques du numérique, les technologies cognitives et la ville numérique. Nous avons parmi nous également donc Alexandre Zapolski, donc Alexandre qui est fondateur et PDG de l'Inagora, une société qui en décennie s'est imposée comme l'un des leaders du marché de l'édition logicielle open source, donc des logiciels qui sont aujourd'hui utilisés par la majorité des grandes administrations françaises. Donc, le logiciel de messagerie et de travail collaboratif équipe à ce jour l'ensemble des administrations régaliennes. Donc voilà, ça mérite d'être souligné. Et j'en viens donc à nos participants internes, d'une certaine façon, mais un peu sous un titre un peu, j'allais dire, qui est un peu exogène à l'Institut, donc Francis Jutan,
qui est directeur scientifique de l'Institut Mines-Télécom en charge de la recherche et de l'innovation, et Francis, évidemment, directeur scientifique, mais intervient au titre du Conseil national du numérique. Donc il est membre du Conseil national du numérique. Francis a été directeur du département STIC du CNRS, directeur scientifique du CNET, de France Télécom R&D, et plus récemment a coordonné l'ouvrage sur la métamorphose numérique. Donc ce matin, d'ailleurs, j'ai commencé par une citation en disant le monde est en métamorphose, le numérique en est la cause. J'ai dit le monde est en mutation, le numérique en est la raison. Et je dis je ne vais pas tout faire en vert, parce que sinon... voilà. Enfin, nous avons Christian Likop. Alors Christian, c'est quand même, à chaque fois que je parle de Christian, je pense toujours à un parcours, enfin à un profil qui me paraît atypique de parler d'un professeur de sociologie qui, je crois, a une thèse en mécanique quantique. C'est ça, si je me souviens bien. En physique des solides, d'accord. Bon, je sais pas. L'atypicité est préservée, c'est ça. Donc Christian est professeur de sociologie à Télécom Paris Tech. Il a été également responsable du département sciences économiques et sociales du département de l'école. Et avant cela, il a aussi été responsable des activités de recherche en sociologie, usage et ergonomie de France Télécom R&D pendant un certain nombre d'années. Et donc Christian a été aussi l'un des premiers à travailler sur les Location Aware Communities. Comment tu traduis ça en français ? Les communautés géolocalisées, c'est ça. Au Japon, c'était les communautés Mogi, c'est ça. Voilà, si je ne m'abuse. Et Christian a donc beaucoup étudié donc la problématique des usages des technologies de l'information et de la communication. Je pense sous beaucoup de couture. Voilà, donc je pense qu'avec ce panel, nous devrions a priori avoir un débat intéressant sur la problématique de la complexité et également de la souveraineté numérique. Alors je disais ce matin, le monde numérique porteur d'opportunités et de possibilités, mais également de nouveaux enjeux au niveau industriel et collectif. Donc l'individu est face à un environnement complexe, une foultitude de possibilités, donc un accès à l'information et aux échanges dont il n'utilise qu'une infime partie aujourd'hui. Une appropriation des outils nécessaires pour ne pas être un laissé-pour-compte du monde numérique, donc smartphone, Internet, réseaux sociaux, objets connectés. L'autre jour, je descendais de l'avion dans un aéroport et je regardais, il y avait, je pense qu'on devait être une bonne cinquantaine de personnes à descendre, on était... Peut-être qu'il y avait 2 personnes qui n'étaient pas en train de regarder leur smartphone. Donc c'est quand même, c'est devenu maintenant l'exception, l'originalité, la singularité, ce serait de ne pas regarder son smartphone lorsqu'on descend de l'avion. Et donc l'individu aussi est face à un environnement complexe qui présente aussi des écueils possibles, tels que la gestion de l'image numérique, le droit à l'oubli, les questions d'identité. Donc la gestion de cette complexité constitue également donc un enjeu collectif. Donc l'enjeu collectif, c'est justement cette problématique de la souveraineté numérique. Je pense qu'on doit utiliser le terme depuis quelques années maintenant. Quand on regarde sur Internet, la référence qui ressort, c'est celle de Pierre Bélanger qui aurait utilisé ce terme, mais je suppose que ça doit être plus ancien que ça. Je vois Dominique qui fait la moue, il devrait pouvoir nous dire à quand ça remonte. En tous les cas, la nécessité de maîtriser le présent, le destin tel qu'il se manifeste et s'oriente par l'usage des technologies et des réseaux informatiques devient aujourd'hui une question impérieuse. Voilà, donc dans cette table ronde, nous allons donc nous interroger sur la gestion de cet environnement complexe, qu'est notre monde numérique, de cette enveloppe que nous habitons. Donc on a eu un petit échange avec Dominique l'autre jour en disant ben oui, c'est une enveloppe, le numérique, quelque chose qui nous enveloppe, c'est une enveloppe poreuse, et ben il faut qu'on arrive à gérer cette enveloppe et à évoluer en son sein. Alors je commencerai par une question à Christian sur la complexité justement. Donc dans cet agir dans un monde qui est saturé aujourd'hui d'écrans et d'informations, de multi-activités, on se trouve effectivement en saturation cognitive, une fragmentation des tâches, une intensification des préoccupations, les difficultés à penser positivement la multi-activité. En quoi
justement, le monde numérique est-il complexe pour l'individu? Et d'ailleurs, est-il perçu comme tel? Je pense que c'est une des questions. Est-ce que l'individu perçoit, l'individu lambda aujourd'hui, l'utilisateur du numérique, perçoit ce monde comme complexe? Oui, alors, ce que tu évoques là, c'est un premier niveau de la complexité ou du rapport de l'individu à un environnement complexe, qui est effectivement cette idée qu'on est dans des moments qui sont saturés d'écrans, saturés d'informations, et dans des situations de fragmentation de l'attention. Alors, c'est trivial de le dire, c'est un phénomène qui est aussi très compliqué à saisir, cette question de la multi-activité. Et au niveau des recherches, on arrive à l'attraper que de deux façons. On arrive à l'attraper qui sont souvent mélangées, mais qui ne sont pas exactement la même chose non plus. Le premier, c'est ce que tu as évoqué, c'est la question de la fragmentation des tâches. C'est-à-dire que les gens qui comptent, par exemple, la manière dont ils font des comptabilités ou des journaux de comment les gens s'engagent dans des tâches différentes, témoignent tous d'une tendance à ce que les tâches soient à la fois plus nombreuses et plus fragmentées, dans l'idée qu'on bascule d'une activité à une autre avec plus de fréquence et plus rapidement. Et puis il y a une autre idée autour de la multi-activité qui est l'idée de la préoccupation. C'est-à-dire qu'on peut donner l'impression de faire une seule chose, mais en même temps on a tout un tas d'autres cours d'activité qui sont pertinents et qui nous mobilisent d'une façon ou d'une autre, plus ou moins en arrière-plan. Et la préoccupation, c'est un autre aspect. Ces deux choses-là s'imbriquent souvent. C'est-à-dire qu'intensification des tâches va aussi avec augmentation des formes de préoccupation. Mais en même temps, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, il faut voir que traditionnellement, on entretient au niveau du sens commun une idéologie générale qui définit en fait la forme pleine de la présence comme être là et être pleinement engagé. Et ça, c'est à la fois un idéal normatif, une norme positive qui définit ce que serait la bonne façon de s'engager, la bonne façon d'être présent. Et c'est important parce que ça veut dire que on va considérer du fait de cet idéal normatif de façon négative les personnes qui rêvassent, les personnes qui sont distraites ou les personnes qui sont multi-actives justement. Parce qu'elles ne sont pas tout à fait là, elles ne sont pas tout à fait présentes et elles ne feraient pas tout à fait bien ce qu'elles sont censées faire. Ce point est important pour les techniques de communication parce que c'est aussi à partir de cet idéal normatif qu'on a tendance, de façon un peu naturelle ou immédiate ou naïve, à considérer que les techniques de communication, c'est toujours un truc de substitution. Ça vient être à distance, c'est quelque chose qui n'est jamais aussi bien qu'être présent et pleinement engagé. Et donc les techniques de communication, elles viennent quelque part essayer de suppléer la difficulté à être justement présent et pleinement engagé, sans jamais y arriver complètement. Donc c'est aussi la base pour une certaine forme de critique de sens commun de ce que sont les communications en général. Et je crois que le point auquel on est arrivé aujourd'hui, c'est un espèce de point de basculement dans lequel, du fait de cette prolifération de la complexité, du fait de la prolifération des situations dans lesquelles les gens se vivent et se perçoivent comme saturés, comme multi-actifs, l'indice caractéristique de la saturation, c'est la fin de journée où vous avez l'impression d'avoir travaillé à plein de choses et tout le temps, mais d'avoir rien fait. Voilà, ça c'est typiquement le genre de discours qui vient pointer ces phénomènes de saturation. Donc du fait de tout ça, on est dans une configuration où on est presque au bord d'essayer de penser positivement la multi-activité. Il y a des gens qui cherchent par exemple à expliciter s'il n'y a pas des styles cognitifs particuliers qui seraient adaptés à la complexité, à la multi-activité, à la fragmentation de l'attention. Dans certains types de services, par exemple, penser les MOOC ou c'est un service d'éducation, on commence à les penser pour des gens qui justement dont la position de base ou par défaut serait multi-actif. Mais je dirais que ce n'est pas gagné. On est vraiment à ce point de bascule, ce point de transition entre un modèle ancien dans lequel on avait un certain idéal normatif de la présence et de l'engagement, je dirais mono-actif, et puis face à la prolifération de cette situation, on essaie de commencer à penser les choses en pensant les gens comme multi-actifs. Et je crois que c'est un enjeu qui est un enjeu actuel et qui n'est pas du tout gagné, en l'occurrence. Je prolonge juste un petit peu ma question dans ce que tu dis. Est-ce que le vivre ensemble à distance est possible? Parce que tu dis on n'est jamais là où on devrait être. On forme finalement on a l'impression de vivre ensemble dans des communautés. Et est-ce que ça c'est quelque chose qui finalement fait sens dans la durée?
pour moi, c'est une question qui est importante, mais qui est un tout petit peu différente comme de la question de la complexité. Il y a une réflexion depuis très très longtemps depuis les débuts de l'Internet, sur est-ce qu'on peut vraiment entretenir des liens sociaux forts purement sur une modalité électronique. Et ça traverse les réflexions sur la manière dont les médias électroniques peuvent construire des formes de collectifs ou des formes de collectivité. Et on voit bien pourquoi. Parce que si effectivement on peut entretenir des liens forts de manière purement électronique, eh bien on sort de cet idéal normatif de non, c'est seulement quand on se voit et qu'on est présent, qu'on est lié ensemble, qu'on est relationnellement. Alors, je crois qu'il n'y a pas non plus de réponse très très claire à cette question. Et je crois que c'est aussi un enjeu actuel en fait. On peut effectivement entretenir des formes de liens à distance. En même temps, on voit aussi, par exemple, dans le cas de la visioconférence, que c'est mieux de s'être vu avant, si on veut travailler continuellement par visioconférence, que de démarrer directement par visioconférence. Donc peut-être qu'au fond, c'est d'autres formes d'entrelacement entre être ensemble physiquement et être liés à distance qui sont en jeu, en l'occurrence, et qui conduisent aussi à d'autres formes de fragmentation. Alors cette complexité, évidemment, est également générée par la multiplicité des interactions qu'on a avec tous les dispositifs numériques de tout poil, avec les autres sur ces réseaux sociaux justement, qui pourraient donner cette impression du vivre ensemble à distance. Et tout ça est quand même générateur de tout un tas de traces numériques. Donc une sorte de traces générées massivement, implicitement, et on peut dire effectivement qu'il y a une sorte de traçabilité généralisée là-dedans. Donc j'ai envie de me tourner vers Dominique pour lui demander quel est l'impact finalement de ça sur les libertés individuelles. Donc est-ce qu'aujourd'hui, malgré soi, on va se retrouver progressivement déterminé dans ses comportements? Oui, c'est vrai que tu as insisté au début sur le fait que, en reprenant ce que je disais sur le fait que nous étions à l'intérieur de cet univers-là, c'est ça qui rend la complexité plus complexe, j'allais dire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans des situations où nous pourrions surplomber un univers de données, un univers de réseaux, de systèmes d'information, de tout ce qu'on veut, et de pouvoir le réguler en se prétendant à l'extérieur. Ça, c'est un des points clés, je pense, qui explique la difficulté, y compris collective, à reprendre la maîtrise, une forme de maîtrise de cet univers-là, parce que précisément, c'est une maîtrise un peu paradoxale qu'il faut adopter. C'est-à-dire, ce n'est pas la maîtrise des modernes, ceux qui ont en permanence considéré qu'on pouvait mettre le monde à distance ou l'importer dans nos laboratoires pour le traiter en modèle réduit et ensuite agir sur lui. C'est que de toute façon, on ne peut pas couper dans ces liens qui nous tissent, nous, la nature, la technologie, etc. Et qu'à partir de ce moment-là, nous sommes en permanence producteurs, précisément, des systèmes qu'éventuellement nous souhaiterions maîtriser et qui exercent sur nous-mêmes une forme d'emprise, quelquefois, quand on a une version critique de tout cela. Et donc c'est bien cette question de la façon dont nous sommes en permanence engagés dans cette multi-activité notamment, mais aussi dans cette multitude de mondes sociaux dans lesquels nous sommes en même temps, précisément, et donc d'une seconde à l'autre, on peut basculer d'un monde social à l'autre, des mondes très hétérogènes, à partir d'applications différentes, à partir de stimulations différentes. Et ces mondes-là, à la fois, nous en sommes partie prenante parce qu'ils s'adressent à nous, je veux dire, où ils interviennent, ils nous sollicitent, ils nous alertent, etc. Et en même temps, nous-mêmes, nous contribuons à les alimenter par le moindre de nos réactions. C'est-à-dire, effectivement, ouvrir un mail, cliquer, évidemment faire un like, etc., qui est déjà un sommet de complexité d'interaction, je veux dire, ou de décision. Vous voyez, et sans parler, évidemment, des commentaires, de tout ce que l'on fait par ailleurs, et des activités très construites que l'on peut facilement objectiver. Parce que le problème, c'est cela, c'est qu'au bout d'un moment, un certain nombre de choses, on peut en faire une description, voire en faire un modèle, parce que précisément, on a l'impression de se dire que l'on sait ce que l'on fait.
Et dans d'autres cas, on l'a fait malgré soi, sans le savoir, la géolocalisation étant un bon exemple de cela. Et puis finalement, on a sans doute oublié de cocher certaines clauses dans les CGU, mais bon, c'est pas... malgré tout, le système fonctionne et nous fait exister dans une autre dimension. Ça ne porte pas conséquence tant que nous avons effectivement la possibilité de bénéficier des services qui fonctionnent avec ce type de traces que nous laissons. Et le problème, c'est qu'on voit bien que ces systèmes-là sont reliés entre eux d'une façon qu'on ne maîtrise pas. Peut-être d'ailleurs tout à l'heure la présentation sur les systèmes qui sont indépendants, qui fonctionnent très bien entre eux, mais quand on commence à les relier entre eux, on ne sait plus trop exactement qui tient la barre, si vous voulez. Eh bien, on est un petit peu dans ces systèmes-là. C'est-à-dire que ce que nous, dans l'application en question sur lesquelles nous sommes identifiés, plus ou moins, ou sur lequel nous avons un minimum d'identifiants, fonctionne et nous donnera un service, c'est une chose. Mais à partir du moment où elle-même est connectée à d'autres et qu'il y a un circuit entre différents systèmes d'information qui génèrent précisément d'une forme de fuite, si vous voulez, des réseaux à fuite permanente de ces données-là, et bien là, on atteint un niveau de complexité qui justement peut conduire à se sentir non plus même pas à l'intérieur de quelque chose, c'est-à-dire à se sentir sous l'emprise de quelque chose. Et ce n'est pas, avec l'année passée où la NSA est devenue le Big Brother que l'on connaît, c'est pas avec ça que ça nous facilite la vision des choses. Mais le problème est plus compliqué que si c'était la NSA, si vous voulez. Si c'était que la NSA, j'allais dire, ça serait encore, oui. C'est un vrai problème politique, c'est un vrai problème technique, etc. Mais le problème, c'est que c'est bien ailleurs. C'est-à-dire que, ça se permettrait d'identifier où est la source du problème. Mais là, non, il n'est pas là. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres occasions de faire circuler l'ensemble de ces traces et de leur donner un statut qui n'est pas, où il n'y a pas, comme dirait Ulrich Beck, qui disait effectivement qu'on est dans un régime de subpolitique. C'est-à-dire que les décisions se prennent ailleurs que là où elles sont supposées se prendre, c'est-à-dire dans des systèmes politiques plus ou moins démocratiques, mais enfin dans des systèmes politiques. Elles se prennent ailleurs. Et quelquefois, on ne sait même plus, c'est pas dans les conseils d'administration, c'est même pas dans les labos, c'est quelquefois dans un certain nombre de choix, de paramétrages qui se font, et nous y contribuons. C'est-à-dire, on ne peut pas dire comme si nous étions à l'extérieur, et puis que ça nous tombe dessus. Nous y contribuons. C'est ça qui est un peu le problème. Dans l'ensemble de nos décisions, y compris dans nos décisions d'utilisation facile des applications, sans trop nous préoccuper des conséquences. Oui. Or, nous sommes précisément dans un monde non moderne maintenant, où il va falloir se préoccuper de toutes les conséquences de nos actes, y compris les plus petites, qui sont en l'occurrence le fait qu'on a oublié de cocher de la géolocalisation ou pas, ou de la décocher. Eh bien, ça a des conséquences. Merci. Peut-être avant de revenir sur ces questions justement de sécurité, de fuite et de sécurité, peut-être je vais demander à Francis peut-être de réagir à ce qui a été dit sur la complexité justement. Quelle est ta perception J'étais en train de regarder mes enfants en train d'agir et j'ai pas l'impression qu'ils sont submergés par la complexité. Parce qu'ils sont très pragmatiques en fait. Et c'est vrai qu'on a d'un côté un problème, une déformation peut-être de chercheurs, qui est toujours d'essayer de résoudre les problèmes, de passer à l'échelle. Et ils n'ont peut-être pas cette approche-là. Alors, moi je dirais, on est dans une phase où effectivement, c'est pour ça qu'on parle de métamorphose, on a enclenché un grand et long processus. Et un des enjeux, ça va bien être cette coévolution entre l'homme et le numérique. On est devant ça. Alors tous les problèmes qui ont été posés sont des vrais problèmes, mais on est devant ça et en plus on a l'occasion d'y travailler là au sein de l'Institut avec un certain nombre de chercheurs et on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs dimensions qui étaient en train de prendre. Il y a la dimension intelligence des machines. Alors de temps en temps on nous annonce régulièrement que les robots vont prendre le pouvoir, ça revient tous les 10-20 ans, mais c'est vrai que le machine-to-machine existe. Ensuite, de plus en plus, on voit qu'il y a une issue qui est vraiment caractéristique de cette période, qui est l'issue de la coopération. Et on a maintenant instrumenté suffisamment pour que de grandes communautés se mettent à produire ensemble. Et donc là, on va voir émerger de nouvelles formes de comportement et de connaissances. Et puis, il y a le fond de cette métamorphose numérique, c'est que c'est la première des métamorphoses qui touche le cognitif de l'humain. Et donc là, on a aussi des transformations très profondes qui vont se faire parce qu'on est en train de changer la façon dont on organise notre mémoire, on est en train de changer les langages, les représentations. Donc là aussi, on a une évolution très profonde. Alors c'est vrai qu'on est devant
des problèmes très très concrets du développement du numérique, hein, et les problèmes de sécurité, de vie privée et autres. Et puis derrière, et alors c'est vrai que ça nous intéresse, nous chercheurs, eh bien il faut quelque part enclencher et prendre ces problèmes très au sérieux, hein, sur le fond. Et peut-être qu'à travers tout ça, on va trouver des solutions, parce que quand on regarde la capacité qu'ont les algorithmes maintenant de big data, on dit big data, et on a l'impression qu'on a un monstre numérique qui va aller tout savoir sur nous. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même pas si faux que ça. La façon d'être capable de manager de plus en plus d'outils ensemble, et pour une partie pas uniquement avancée de notre communauté, hein, je pense qu'une des solutions, ça va pas être de chercher les solutions optimales, passage à l'échelle, ça va être aussi de se créer, d'utiliser cette coévolution en machine pour se créer des intermédiaires. Et je pense très sérieusement qu'on va avoir petit à petit des agents personnels qui vont nous aider, on en discute, hein, avec David, c'est souvent, qui vont nous aider justement à organiser notre présence numérique, aller résoudre un certain nombre de tâches pour nous qui deviennent de plus en plus complexes, mais aussi organiser notre présence numérique, organiser notre vie privée, hein, savoir comment dealer avec les agents qui vont essayer de tout connaître sur nous pour nous vendre une assurance. Enfin, donc je pense que petit à petit, et on est en train de regarder là, au CNUM, ce problème des plateformes, qui sont des plateformes de plus en plus puissantes, hein, des plateformes numériques de plus en plus puissantes et envahissantes parce qu'elles ont du succès, parce qu'ils bossent bien. Hein. Eh bien, ils ont réussi, et effectivement, à pirater pratiquement l'interface entre les humains et ceux qui vendent des produits et des services. Hein. Toutes ces plateformes, c'est un peu leur but. Hein, et il y a toujours eu dans l'humanité cette façon d'intermédiation. La façon d'y répondre, ça va être de diversifier les canaux. Hein. Et je pense qu'une partie de la diversification des canaux va venir à travers ces agents intelligents ou personnels que l'on va développer. Ça fait longtemps qu'on en parle. Hein, mais les techniques évoluent. Et puis je pense que le besoin se fait de plus en plus pressant. On observe d'ailleurs un retour, on en parlait hier, de l'intelligence artificielle. D'aucuns commencent à reconsidérer l'expression comme étant jouable. Donc je pense que là, effectivement, il y a certains sujets qui vont se chauffer petit à petit et conduire à des concrétisations, surtout quand des grands acteurs commencent à s'intéresser sérieusement à la manière dont ça peut être mis en œuvre. Alors justement, je disais tout à l'heure, donc je voulais la réaction de Francis avant de revenir sur des problématiques de sécurité, parce que là, on s'est préoccupé jusqu'à présent de la sécurité des organisations. Donc ça, je pense que des organisations qui maîtrisent leurs entrées-sorties, et celle des individus pour qui on est dans un monde ouvert. Donc là, qu'en est-il ? Est-ce qu'on est en mesure justement de passer d'une conception de la sécurité des organisations à celle d'une sécurité de l'individu, peut-être malgré lui ? Et je m'adresse à Philippe, je pense que vous pourriez nous donner quelques éléments de réponse là-dessus. Alors déjà, il y a un postulat qui me semble pas tout à fait vrai, c'est que le postulat que les entreprises ou les organisations soient sécurisées, bon, je pense qu'il reste encore du travail. Je sais pas si je sais pas si ça se voit ici, mais je vais faire un peu quand même la promo de nos ouvrages. Donc l'ANSSI édite des guides, des recommandations à l'attention de ceux qui souhaitent mettre en place la sécurité de leurs organisations, essentiellement, puisque l'ANSSI travaille essentiellement au profit des organisations, et notamment des organisations étatiques, mais pas seulement, de plus en plus pour les entreprises, les opérateurs d'importance vitale. Et donc le prérequis que les gens connaissent et appliquent les guides d'hygiène, bon, faut encore passer à l'échelle, et je pense qu'autour, enfin dans la salle, je parierai pas. Maintenant, l'individu versus l'organisation, c'est vrai que c'est un vrai sujet. On a été confronté il y a quelques temps à la réflexion sur le BIOD, le Bring Your Own Device, et typiquement c'est la question typique de
l'intégration ou la pénétration de l'objet individuel dans le monde de l'entreprise. Donc, et le fait qu'on doit faire face aujourd'hui au problème de l'absence de cloisonnement de plus en plus entre la vie personnelle et la vie privée, et qui se manifeste aussi au sein de l'entreprise. Donc nous, on a de la chance à l'agence, donc on a bien sûr, tout le monde a son téléphone perso, et puis on a des téléphones pro. Donc on arrive, des smartphones pro, donc on arrive encore dans certains endroits à assurer cette forme de cloisonnement entre le monde perso, donc là où je peux faire ce que je veux sur internet, et puis jouer en ligne si j'ai envie, et puis le monde pro où j'ai mon VPN qui me connecte à mon entreprise, et j'ai une réduction significative des services offerts. Mais ça, c'est un enjeu aujourd'hui d'acceptabilité, cette acceptabilité, elle est faible aujourd'hui. Donc on lance, nous, des travaux. On essaie via les investissements d'avenir, et donc on a eu une inauguration il n'y a pas très longtemps par le Premier ministre de nos nouveaux locaux, qui a insisté sur l'importance de ces projets d'investissement d'avenir, donc accompagner les entreprises dans l'émergence de nouvelles solutions, et donc où on visera à avoir des terminaux sécurisés ergonomiques, c'est-à-dire où l'utilisateur peut à la fois surfer et se faire appeler pour son usage perso et son usage pro, et avoir des mécanismes de réputation pour les applications pour éviter de polluer son environnement professionnel. Donc ça, c'est des vrais enjeux aujourd'hui perçus par l'agence, et avec des solutions potentielles. Oui, donc, en fait, je disais tout à l'heure, j'ai pas dit que les entreprises maîtrisaient leur sécurité. Je dis, les solutions sont conçues pour des organisations qui semblent maîtriser leur entrée-sortie. D'accord. En tous les cas, il y a une sorte, comment dire, c'est conscientisé. C'est-à-dire que les entreprises ont conscience de la problématique de sécurité. L'individu, c'est un peu différent. Donc, dans ce monde ouvert, il y en a qui ne sont pas du tout conscients, justement, de la problématique de sécurité sous-jacente à leurs interactions, etc. Et là, je pense que là, petit à petit, on avance vers quelque chose de beaucoup plus général. Quand j'ai échangé avec Alexandre la première fois sur le sujet, Alexandre m'a dit qu'il faut aider les organisations à maîtriser leur souveraineté numérique. Donc là, on ne parle plus de sécurité, on parle même de souveraineté numérique. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de ce que tu entends par souveraineté numérique, et qu'est-ce que ça veut dire pour une organisation maîtriser sa souveraineté numérique? D'abord, je tiens d'abord à vous saluer toutes et tous, et puis saluer quelques anciennes, mais quelques professeurs qui sont parmi vous, et qui sont mes anciens professeurs, puisque moi je suis un ancien de l'IMT, donc ça me fait toujours très plaisir de revenir, alors pas sur ce campus, mais parce que moi j'étais sur un autre campus, mais en tout cas j'appartiens à cette grande maison. Bon, la question de la souveraineté numérique, oui, c'est un sujet en fait essentiel. Alors il y a le sujet effectivement, la question des grandes organisations, parce que effectivement, les plateformes, Francis a raison de dire, les plateformes, elles ont réussi un coup génial, elles ont réussi l'intermédiation entre monsieur et madame tout le monde et l'ensemble en fait des services Internet et des produits Internet. Et du coup, la responsabilité de la sécurité des accès, de l'identité, leur est transférée. Mais on peut légitimement se poser la question de est-ce que demain, pour un pays, notre identité numérique doit être gérée par Google, par Facebook, et est-ce qu'on doit dépendre de cette identité numérique pour accéder en fait aux autres services proposés qui, par l'État, c'est des réflexions qui existent, parce qu'en fait, vous avez tout un tas de penseurs des usages qui se disent mais il faut qu'on mette à la portée de chacun le numérique, et arrêtons de lutter contre la marée, nageons dans le sens du courant, et comme le courant c'est les plateformes, adaptons-nous nous pour effectivement faire en sorte que demain on s'ouvre alors donc aux identifiants Google, Facebook, etc., et qu'on puisse en fait proposer des services de confiance à travers cette identité numérique là. Et ça, derrière, il y a des enjeux naturellement qui sont colossaux, parce qu'on peut
très bien imaginer qu'au contraire de cette position-là, on puisse estimer que c'est à l'État, et c'est le rôle de l'État, que de fournir, comme il fournit en fait une carte d'identité normalement non falsifiable, non violable, et en tout cas qui porte en fait respect, puisqu'en fait c'est celle effectivement délivrée par le seul qui peut le délivrer, c'est-à-dire l'État, que finalement cette identité numérique fasse aussi partie du domaine régalien de l'État et que c'est un élément clé en fait de la souveraineté numérique, en l'occurrence des États. Et donc l'exemple que je prends sur l'identité numérique, ça peut se transposer naturellement à beaucoup d'autres services. Dans quelle mesure en fait, quand je suis un État ou quand je suis une grande organisation, parce qu'il y a des organisations qui agissent en fait sur le marché vis-à-vis des citoyens de la même façon que l'État finalement peut agir, c'est-à-dire qu'ils sont au cœur de notre écosystème et au cœur de nos vies de citoyens et au cœur de notre cité ou de notre collectivité, la Poste, les grands opérateurs de télécom, etc. Et donc, les banques bien sûr. Et donc, je pense que cette prise en compte des enjeux, de la nécessité ou pas de maîtriser à la fois la délivrance de ces services de sécurité et d'identité, et puis par ailleurs, ce qui est encore un cran derrière, c'est-à-dire maîtriser les systèmes qui permettent de délivrer ces services d'identité et de sécurité, ce sujet-là, malheureusement, il est encore trop souvent dans la main en fait, des ingénieurs, alors j'ai beaucoup de respect pour eux, j'en fais partie, et pas toujours sur la table en fait, des décideurs, et ce n'est pas toujours considéré comme un choix politique. Et là, je pense qu'en fait, il est de notre devoir en fait de le remettre en fait sur la table des politiques et des décideurs, puisque c'est finalement des grands choix de société. Moi, je suis né avec une génération qui a commencé à lire avec. Moi, j'étais marqué par 1984 et tout petit, et je me suis dit mais c'est pas possible. Si demain on a un monde avec un Big Brother, ça sera absolument infâme, etc. Ça sera la fin en fait de nos libertés et de notre caractéristique en fait de citoyen, etc. Et donc j'ai toujours, mais je peux vous assurer, moi c'est une peur qui m'habite en fait depuis tout petit. Et finalement, si on regarde bien, on est en train de se fabriquer, hein, et comme dans toutes les tyrannies, elles ont toujours été portées par les peuples à l'origine, elles ne se sont jamais imposées d'elles-mêmes. Hein. Et donc collectivement, on a un degré d'acceptance absolument incroyable sur effectivement cette possibilité de déléguer, alors pas du coup à un Big Brother, mais à un oligopole, le soin en fait d'assurer cette fonction de sécurisation, de traçabilité, etc. Alors du coup, on se retrouve uniquement dans un rôle où, à travers des organismes de normalisation et des agences, d'obliger en fait à une certaine coopération entre ces plateformes, l'État, les plateformes et les régulateurs. Et fondamentalement, effectivement, moi je pense que aujourd'hui, les grandes organisations publiques et même celles privées doivent maîtriser plus et mieux leur système d'information, qu'on n'est pas à la fin des temps, qu'on est au tout début de l'histoire en fait du numérique, que voilà, ces chantiers-là sont devant nous. Alors naturellement, ma croyance profonde, c'est que le meilleur moyen pour le faire, c'est d'utiliser des logiciels libres. C'est pour ça que je suis un entrepreneur de ce domaine-là. C'est pour ça que nous, on fabrique des logiciels libres. Je ne pense pas que c'est plus Flower Power, que c'est je ne sais quoi d'autres qui nous sont souvent en fait des images qui nous sont souvent accolées. C'est que je pense fondamentalement que le vrai enjeu, voilà, pour notre société, c'est d'avoir en fait des grands ensembles qui maîtrisent ces services Internet, les datas, et le seul moyen en fait pour ce faire, c'est effectivement d'utiliser ces fameux logiciels. Moi, je remarque par exemple qu'aux États-Unis, y compris le gouvernement fédéral américain est le plus gros utilisateur de logiciels libres au monde. Pourtant, ils ont en fait sur leur propre marché local des grands industriels, puisque la plupart des géants du logiciel et la plupart des plateformes géantes sont américaines. Alors, il y a un autre sous-ensemble qui est en train d'émerger, hein, qui est le continent chinois, avec un Internet chinois qui est séparé de notre Internet, avec des acteurs extrêmement puissants y compris d'un point de vue économique, et avec des éditeurs de logiciels chinois qui sont déjà des géants. Moi, j'aime bien rappeler que le concurrent direct de SAP, qui n'a pas encore un seul marché en dehors de la Chine, est déjà 2 fois plus gros en termes d'effectifs et de chiffre d'affaires que SAP.
Donc il faut imaginer que quand ce géant-là viendra taquiner SAP, il risque vraiment de lui faire très très mal. Et ça pose aussi une autre question, un autre sujet qui est la place que nous, on veut avoir, France, Europe, au niveau des instances où se décide l'avenir d'Internet et où se décide de l'avenir de la sécurité d'Internet. Et donc je parle des instances de normalisation internationale, où on est vraiment très très faible, très dispersé, nous, l'Europe. Et je pense que, alors je salue, vous parliez des investissements d'avenir, formidable en fait initiative. Moi, grâce à ça, on essaie de rattraper une partie de notre retard. Et il faut non seulement continuer et puis densifier ça, la prise en compte de l'État avec la fortification effectivement d'agences comme l'ANSSI. Donc tout ça va vraiment dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'il y a encore un grand sujet qui n'est pas du tout abordé, qui est la façon dont on peut rayonner au niveau international, alors bien sûr au W3C, à l'ICANN, et puis là où se décident en fait les standards industriels de demain, qui ne sont pas toujours dans des organismes de normalisation. Tu considères qu'on n'est pas suffisamment présent aujourd'hui, c'est ça? Ça, c'est une absolue certitude. La France, c'est sûr. Au niveau européen, peut-être un peu plus. Au niveau européen, moi j'aime bien donner cet autre constat. On est aussi très éclaté et finalement très faible. Il y a en fait un grand accord transatlantique qui est en train de se décider. Vous savez, un accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et l'Europe. Dans ces discussions-là, les Américains arrivent groupés et extrêmement puissants à la table des négociations. Nos négociateurs européens, eux, s'appuient sur nos négociateurs nationaux. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sollicitent chacun des États membres en leur disant mais quel est votre point de vue? Et puis on va essayer de faire un point de vue commun. Donc ils s'appuient, la négociation bilatérale en France et la DG Trésor. Alors ce sont des gens formidables qui font extrêmement bien leur travail, mais avec toute la difficulté de lien avec l'industrie. Et donc finalement, sur les vrais sujets de l'industrie et ce que souhaiterait en fait l'industrie française et l'industrie européenne, eh ben, ça monte petit à petit et par étage. Et il y a beaucoup de déperditions en fait au passage. Et donc on n'a pas du tout en fait le même mode de fonctionnement et de dialogue à ce niveau-là. Donc on résume souvent ça en disant... Tu m'as dit, on va revenir dessus juste après, et tu m'as dit qu'il ne faut pas qu'on soit le naïf du village planétaire. Alors moi qui participe de plus en plus à ces travaux, puisqu'effectivement j'anime le GT Export du comité stratégique de filière numérique, enfin je l'anime, j'en suis même le président. À ce titre-là, je dialogue en fait avec les gens de la DG Trésor sur ces sujets. Je m'aperçois que sur ces grands sujets, on fait souvent en fait, on occupe en fait la fonction effectivement du grand naïf du village planétaire. Il y a des plaques tectoniques dans le numérique qui sont en train de bouger, et les plateformes américaines en sont une, le logiciel chinois en est une autre, je l'ai dit. Et donc par exemple, nous, notre réponse face à ça, la réponse de l'industrie française, ça fait partie de la nouvelle France industrielle et des 34 plans industriels. Sur le cloud, par exemple, on est en train de se dire, mais oui, bien sûr, on va essayer de préserver notre marché numérique et d'avoir en fait une sorte de, vous savez bien, de marché commun du numérique. Et donc, créons quelques barrières à l'entrée de notre marché pour faire prospérer notre industrie et développer notre industrie made in France et made in Europe. Et donc ça, c'est notamment poussé par l'un des présidents là, du plan industriel, le patron d'Atos. Tout ça, c'est très bien, notamment pour des raisons de sécurité, et on a raison de le faire. Mais naturellement, je vous le donne en mille, la principale revendication des Américains dans l'accord transatlantique, c'est absolument aucune barrière sur le marché du numérique. Ben normal, eux, ils ont constitué des géants, et il ne faudrait surtout pas que nous, qui nous sommes un peu réveillés plus tard, on prenne effectivement conscience de ça et qu'on essaie à notre tour de créer notre marché européen du numérique. On a compris. Donc là, la question de la souveraineté qui est donc maintenant une question chaude, une réelle question. Donc je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur justement à la problématique à la privacy des données. Et j'ai envie de poser la question, tu vois, à Dominique, est-ce que la privacy existe? Je veux dire, est-ce que c'est possible d'avoir une privacy aujourd'hui? Ah oui, alors là, tu ouvres un débat sensible, parce qu'effectivement, entre ceux qui vont défendre une privacy un peu fantasmée, qui consiste à dire effectivement qu'on a la propriété de ces données
et que tout cela, c'est quelque chose qui a existé vraiment, où on a quasiment comme une forme de forteresse avec des biens que l'on posséderait, que seraient nos données. D'un côté, et puis d'autres qui diraient de toute façon c'est bon, on est de toute façon dans un flux et dans une interaction tellement généralisée qu'il n'y a plus, il y a pas, ça n'a jamais existé d'ailleurs, etc. Je pense qu'il y a besoin justement de reconstituer de rétablir un petit peu les concepts un peu correctement. C'est-à-dire qu'effectivement, cette privacy-là, c'est un système juridique qui s'appuie sur une réalité anthropologique qui a mis du temps à se constituer, mais qui est en réalité non pas du tout celle du noyau ou du trognon ou quelque chose où il y aurait une identité intrinsèque, indépendante des relations qui nous ont constitués. Et donc c'est pour cela que quand on parle même de l'état civil, eh bien oui, l'état civil, c'est pas notre état civil, s'il a été attribué, il est lié à l'état par définition, comme l'ensemble de nos données. Nos données bancaires aussi, elles ne sont pas personnelles, et tout le reste est directement relationnel. Donc je pense que ça c'est vrai, ce qui ne légitime pas pour autant l'idée que nous sommes des passoires et des purs artefacts où il ne se passe rien. C'est-à-dire que nous avons été capables de constituer un certain modèle culturel d'enveloppe justement où nous faisons des différences entre des données, y compris, et des activités qui relèvent d'une certaine forme de protection et qui ne sont pas justement complètement perméables à tout. Donc ça veut dire qu'on a à ordonner les activités et la régulation de tout cela en prenant comme point de départ le fait que de toute façon nous sommes dans des activités relationnelles, je dirais même quelquefois transactionnel, et donc c'est à partir de là qu'il faut le reconstituer. Et là, il y a un problème, c'est qu'évidemment, quand on commence à dire cela, ce n'est pas seulement un problème de comportement personnel, ce n'est pas un problème seulement de règlement, etc. Il faut que l'ensemble des dimensions soient traitées. Et c'est pour ça que la complexité, là, vraiment, alors celle-là, elle est réellement au cœur là, des difficultés que nous rencontrons actuellement. Quand on veut essayer de récupérer un peu de choix, pas seulement forcément de maîtrise a priori, mais au moins de choix dans ce domaine-là, on se retrouve avec plusieurs dimensions qui sont un peu celles que Lawrence Lessig évoque, lui, quand il parle précisément des formes d'architecture et la façon dont dans son texte, ou quand il dit « code is law », en même temps, il dit bien qu'il y a à chaque fois des conditions de régulation qui supposent de la loi, la norme, le code, justement, la technique, et le marché. Et sur ces questions-là, quand on voit la loi, eh bien, on vient de le dire un petit peu, c'est-à-dire que c'est quand même assez compliqué pour essayer de rétablir les conditions de cette porosité qu'on contrôlerait. On voit bien qu'on se dit qu'on peut faire appel à l'État. Oui, mais précisément, ce sont des institutions et des flux qui dépassent complètement les États. Et c'est précisément là notre problème d'une adaptation carrément du système politique à cela qui est en difficulté sur ce plan. Ça, c'est le premier point. Mais quand on parle ensuite de la question de la norme, eh bien, on voit bien que c'est un peu le même type de problème. On a de temps en temps l'idée qu'il faudrait éduquer l'internaute ou éduquer les adolescents, ou etc., pour qu'ils eux-mêmes régulent un peu mieux leur affaire et leurs données personnelles. Ça, c'est tout à fait... on peut toujours tenir ce discours-là, mais il n'empêche qu'on voit bien la difficulté de l'opération sur ce plan, parce qu'en réalité, on est dans des univers très instables, avec aussi des évolutions constantes, où il faut réapprendre en permanence à réorganiser tout cela. On voit bien qu'il y a en revanche, ça répond un petit peu à ce que disait Francis aussi, on voit bien qu'en réalité, les adolescents eux-mêmes ont des normes qui se créent eux-mêmes, qui permettent déjà de modifier leur comportement par rapport à cette question-là. Quand ils passent à Snapchat ou en laissant tomber Facebook, ils ne laissent pas tomber d'ailleurs complètement, mais enfin, en évoluant là-dessus, c'est un signe. C'est-à-dire que précisément, ils ont compris qu'il y avait quelque chose dont il fallait se méfier. Donc dans leurs normes collectives, ils inventent un choix, ils s'ouvrent un choix pour dire arrêtons de laisser des traces qui ont des conséquences par la suite. Mais quand on parle ensuite des questions de technique, eh bien évidemment on se dit on pourrait faire en sorte qu'il y ait des modèles de privacy by design, par exemple, dont on a pas mal parlé, dont Snapchat pourrait être un cas, c'est-à-dire qu'on ait au moins de choix d'architecture avec des degrés de traçabilité et des degrés de maîtrise de ces flux qui seraient différents. Mais le problème, c'est, on l'a évoqué tout à l'heure, les plateformes ont gagné une telle puissance qu'on se dit mais qui va obliger ces grands acteurs à précisément implémenter dans le code ces règles de privacy que l'on souhaiterait débattre par ailleurs, etc.
Et c'est pour ça que je pense que c'est le quatrième point, paradoxalement, je pense que c'est le quatrième élément qui doit être introduit dans la discussion, c'est la dimension du marché. C'est-à-dire qu'on doit trouver une forme d'incitation et je pense que c'est les assureurs qui doivent jouer un rôle dans cette affaire-là, pour dire nous avons désormais l'obligation et la possibilité d'avoir une assurance sur le fait que nos données ne sont pas utilisées à mauvais escient, et bien à partir de ce moment-là, il y aura une incitation économique et une pression de grands acteurs sur ces plateformes qui, par ailleurs, sont totalement indifférentes à la loi, on l'a bien vu, qui diffusent les normes et qui les font évoluer elles-mêmes et qui techniquement font un peu ce qu'elles veulent. Comme pour les cartes bancaires, quoi, c'est ça. D'une certaine façon, c'est ce modèle qui devrait nous faire penser. C'est compliqué à mettre en place, parce que précisément, ça suppose c'est l'ensemble de ce dispositif-là. Et les cartes bancaires, ça a mis beaucoup de temps pour que ça devienne quasiment naturel et qu'on oublie qu'il y a une assurance là-dedans, alors qu'il y a de la fraude. Oui, il y a toujours de la fraude. De divers types, mais il n'empêche qu'on a un système assurantiel qui fait que des acteurs peuvent mettre la pression sur les architectures techniques pour s'améliorer en termes de sécurité. Donc c'est une idée pour faire en sorte qu'on traite les 4 dimensions à la fois, la loi, la norme, le marché et la technique, et non pas de se reposer seulement sur des évolutions absolument extraordinaires de la technologie. Merci. Avant de demander à Francis justement de réagir sur cette question de faisabilité de la privacy et aussi de Philippe sur la responsabilisation de l'individu. Est-ce qu'on est capable de responsabiliser les individus par rapport à la protection de leurs données versus la responsabilisation des offreurs? Je voudrais juste compléter le tableau avec peut-être, puisque Dominique a parlé de la question de choix, en demandant à Christian ce qu'il pense du profiling aujourd'hui. Donc tout ce qui est profiling, on est dans une situation un peu paradoxale. C'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement que d'une certaine façon, cette trace de données, etc., nous permet une certaine facilitation dans nos comportements, dans les offres qu'on peut avoir, mais par ailleurs, ne sont pas en train de devenir de plus en plus déterminés, malgré nous. Donc il n'y a qu'une illusion de choix derrière ça. Et je pense qu'avec les nouvelles questions relatives au quantified self, etc., est-ce que là, on n'est carrément pas en train de devenir prisonnier d'un profil? C'est-à-dire qu'on n'est plus des individus, on est un profil qui contribue peut-être à une certaine identité, mais y a-t-il encore une identité là-dedans? Oui, alors, la question qui est derrière ça, c'est la question en fait de la relation entre homogénéité et diversité. À partir du moment où, comme l'a dit Dominique, tout ce qui se passe sur les réseaux, ça laisse des traces, que vous avez vu toute la journée, et vous verrez encore demain, que ces traces, on peut les traiter systématiquement en temps réel, massivement, etc. C'est-à-dire qu'une conséquence de ça, ça veut dire qu'on peut configurer des comportements individuels qui évoluent en temps réel, ça veut dire qu'on peut essayer de structurer l'environnement, la bulle électronique dans laquelle sont les personnes, d'une manière, au nom de principes d'utilité, de facilité, de commodité, de préférences individuelles, pour que ce soit plus commode, pour naviguer dans la complexité, etc., etc. Mais une conséquence de ça, c'est que justement cet environnement électronique des personnes, il tend à leur ressembler de plus en plus. Alors on le sait depuis assez longtemps sur les réseaux sociaux. On sait que les réseaux sociaux électroniques tendent à être plus, alors le terme technique c'est homophile, que les réseaux sociaux traditionnels. Homophile, ça veut dire pour résumer, ça veut dire que les gens que vous contactez sur Internet, ils vous ressemblent plus. En termes d'éducation, de niveau socio-économique, de genre, etc., ils tendent à plus vous ressembler. C'est-à-dire qu'en gros, plus on est dans un monde électronique, plus on s'associe avec du même, avec des gens qui vous ressemblent. Et puis l'autre volet de ça qui est lié au profiling, c'est que si vous avez des entreprises, et vous avez des entreprises qui sont capables en permanence de travailler vos profils, de travailler vos préférences, ce qu'elles font, c'est justement au nom de la commodité et de la facilité de vous aider à naviguer dans cette complexité, elles vont vous créer des environnements qui reflètent de plus en plus vos préférences, vos choix, pousser les choses que vous aimez, pour qu'elles soient plus scientes dans l'environnement, etc. Et là aussi, ça a une conséquence équivalente à celle des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'une des craintes qu'on peut avoir, c'est que ça conduise effectivement vos environnements électroniques à être de plus en plus structurés par vos préférences avec une logique d'auto-renforcement permanent. Le risque étant qu'il y a des choses que vous ne verrez plus parce qu'elles ne font pas partie de votre préférence.
Et on voit très bien, on peut très bien avoir des conséquences politiques de ça. Donc une tendance, un risque d'homogénéisation et de perte de tout contact avec l'altérité. Alors ce volet, je dirais, contrôle, homogénéisation, c'est un volet seulement de la chose. Je ne veux pas non plus être caricatural. Il y a un autre volet à cette question de l'homogénéisation et du contrôle. Il y a un volet qui est plus libérateur, qui est aussi que plus vous avez d'acteurs de ce type-là, c'est-à-dire que plus vous avez de gens qui configurent de façon différente vos environnements et vos préférences, plus il se crée ce qu'on peut appeler une profusion d'informations et des interstices. Il y a des stratégies qui permettent effectivement de se cacher dans la profusion et d'exploiter les interstices. Je vous donne un exemple de ces stratégies. Bon, je travaille beaucoup sur le domaine de la justice et des nouvelles technologies. Il y a une procédure dans la justice américaine que vous avez vue dans 36 films et séries américaines qu'on appelle la procédure de discovery. Elle oblige un procureur américain à donner à la défense tous les éléments nécessaires du dossier. Et traditionnellement, vous voyez dans les films des avocats des procureurs plus ou moins vicieux qui s'arrangent pour ne pas donner à la défense un élément clé ou le donner trop tard ou pas le donner dans des bonnes conditions. Ça, c'est la version traditionnelle du secret. Dans un monde de la profusion, au contraire, ce que font maintenant et ce que font aujourd'hui depuis une dizaine d'années les procureurs américains, c'est pas qu'ils ne donnent pas les informations, c'est qu'ils donnent les informations au milieu d'un camion d'informations. C'est-à-dire que le dossier fait 500 000 pièces, il faut effectivement un camion, très concrètement, pour transporter l'ensemble du dossier, et dans l'espoir que justement la pièce importante, elle est tellement au milieu de tout un tas d'autres, eh bien, que les avocats de la partie adverse, le temps qu'ils l'aient trouvé, eh bien, il sera trop tard pour eux. C'est-à-dire que la stratégie, on va cacher, mais cette fois-ci au niveau de la profusion. Et je dirais de la même façon, la question des interstices. Si vous avez des systèmes différents qui tous vous configurent votre environnement, plus vous en avez, plus il y a des frontières, plus il y a des interstices, plus en tant qu'utilisateur vous pouvez naviguer, essayer de faire telle chose à tel endroit et telle chose à tel autre, et donc plus ça vous crée ces interstices, vous créez des marges d'autonomie et de liberté, à condition que vous sachiez les saisir. Parce que ça veut dire aussi que ça crée des asymétries, parce qu'on n'est pas tous compétents de la même manière à exploiter et saisir ces interstices, donc ça crée d'autres formes d'inégalité. Donc vous avez un jeu permanent, comme toujours d'ailleurs, entre contrôle et autonomie. Et le dernier point que je voudrais souligner sur la question du profiling, qui est un point un tout petit peu différent, qui est la question également que plus ces profils deviennent sophistiqués, plus ces profils... vous avez des gens qui leur font confiance parce qu'ils sont sophistiqués, parce que le traitement est en temps réel, parce que les informations qui sont dedans sont importantes. Eh bien, plus vous avez un risque qu'en fait on confonde la personne et son profil. Il y a eu un article assez récemment dans Libération sur l'évolution des modes de recrutement RH. Et en gros, la tension qu'il y avait avec certains recruteurs RH exprimait une tension entre le modèle traditionnel du recrutement, dans lequel vous vous reposez sur un dossier et puis un entretien avec la personne pour vous faire une idée et décider est-ce que c'est quelqu'un qui peut travailler ou pas. Et puis une logique actuelle qui est de plus en plus s'appuyer sur des profils calculés. Auquel cas vous pourriez imaginer, et c'est un futur qu'ils imaginaient, je ne dis pas que ça se passe maintenant, mais c'est un futur qu'ils imaginaient, la possibilité en gros de ne pas voir les gens, mais de simplement décider d'un recrutement sur la base d'un profil calculé. Alors, ça a deux conséquences très importantes. L'une d'entre elles, c'est que vous n'avez plus besoin de voir les gens. Vous traitez les individus selon leur profil. Et la deuxième conséquence, c'est une conséquence politique. Parce que traiter les gens comme des profils, ça a des conséquences politiques très très sérieuses. Disons que, je ne veux pas caricaturer non plus, mais disons que traditionnellement, les totalitarismes se caractérisent justement par le fait de traiter les personnes non plus de leur singularité, mais comme des catégories. Donc il y a un enjeu politique très important à bien naviguer sur ce curseur entre les personnes dans ce qu'elles sont dans leur singularité et leur profil, et à ne pas confondre la personne et le profil. Et c'est un enjeu qui se manifeste dans pas mal de situations institutionnelles où justement les dossiers médicaux, les questions de recrutement, où on a des outils pour construire ces profils. Et c'est un enjeu politique qui est actuel et encore une fois qui n'est pas décidé et où les choses sont à construire. Merci Christian. Y a-t-il justement, est-ce qu'il y a un espace pour la responsabilisation de l'individu dans la conception finalement de cette enveloppe qui se conçoit malgré nous, comme on disait tout à l'heure. Je ne sais pas Philippe si tu veux réagir à ça.
La sensibilisation de l'individu, c'est vraiment quelque chose de difficile. Je pense que le constat est très mitigé, mais on ne baisse pas les bras. Donc ceux qui ont pu s'intéresser à la cybersécurité et qui ont pu avoir l'occasion d'aller au FIC à Lille, ont pu voir un stand dédié à la formation des plus jeunes sur la cybersécurité. Il y a un rôle des parents aujourd'hui, alors je ne sais pas s'il est exercé, je ne sais pas qui l'exerce, si ce sont les parents ou pas, mais j'ai appris aux enfants comment fabriquer un mot de passe. Ils ont retenu manifestement la leçon et donc leurs équipements sont moins accessibles, y compris pour moi, ça m'embête des fois, mais bon bref. L'apprentissage aussi de l'individu est aussi concerné. Je pense que quand on forme des étudiants ici, leur apprendre à développer du code sûr, ça doit être un objectif. Parce qu'aujourd'hui, les pépins de sécurité, l'accès aux données, c'est aussi lié à des vulnérabilités qu'on va trouver dans des logiciels mal conçus, mal développés. Donc ça, il y a une responsabilité aussi de ceux qui forment les ingénieurs d'aujourd'hui et de demain à leur inculquer les bonnes méthodes. Et ça, c'est vraiment un objectif essentiel. C'est votre responsabilité. Maintenant, il y a une remarque tout à l'heure qui a été faite sur le fait que la loi de marché imposait tout. On doit quand même essayer de donner, d'avoir une... Pardon, on doit aussi s'engager à disposer d'une offre sécurisée. Je pense qu'on ne peut pas laisser que le marché drive tout et faire en sorte que seules les identités Google, Facebook règnent, que seuls des clouds non sécurisés existent. Donc il y a une offre sécurisée qui doit exister et on fait tout pour la mettre en œuvre, même si effectivement sous ces... elle peut paraître un peu protectionniste parce que bien sûr on traite de la souveraineté, donc la souveraineté ça impose un engagement sur le lieu de stockage et de traitement des informations et c'est contraire effectivement aux accords de libre-échange dont on fait la promotion de l'Union européenne, qui par ailleurs en contrepartie est en train d'établir un règlement sur l'identité, le règlement IDAS qui va s'imposer à tous les États membres, et cette identité-là sera loin d'être une identité commerciale, ça sera une identité plutôt de type régalienne qui permettra derrière à un pays, enfin un citoyen d'un pays de l'Union européenne de faire des démarches auprès d'un autre pays avec reconnaissance de son identité et mise en jeu d'équipements de sécurité labellisés. Donc on est responsable, surtout à l'agence bien sûr, mais de promouvoir la sécurité et d'avoir une offre. Et donc effectivement, là où l'individu ne peut pas lui-même se prendre par la main pour tout gérer, et on sent bien aujourd'hui que l'exemple qui a été pris sur le monde bancaire, c'est pas l'individu qui gère lui-même la sécurité de sa carte à puce, c'est la banque, ce sont ses assurances, et donc on se doit aujourd'hui de réfléchir à des offres pour l'individu en partant des offres pour les entreprises peut-être. Et donc nous on a un programme en cours de labellisation d'offres de cloud de confiance qui va permettre d'avoir cette possibilité pour un individu de connaître dans son offre là où sont stockées les données, d'avoir un engagement de service. Voilà, et par rapport à la normalisation, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas notre point fort. Néanmoins, les acteurs qui ont conçu, qui sont en train de concevoir le référentiel de sécurité du cloud, sont des acteurs qui participent aussi à la Cloud Security Alliance et qui sont capables de réinjecter dans la Cloud Security Alliance les concepts de sécurité nationaux qu'on a envie de promouvoir. Donc on n'est pas non plus des victimes, il suffit de décider d'y aller. Et l'industrie française a des moyens pour attaquer les instances de normalisation. C'est vrai que les efforts sont parfois un peu diffus, mais en les concentrant, on peut y arriver. Donc on n'est pas... Je pense qu'il y a une perception générale, au moins dans notre pays, du fait que la cyber et la cybersécurité sont un facteur
de développement économique important et les industriels sont prêts à faire des efforts pour s'organiser pour le conquérir. Mais on est vraiment dans une recherche d'équilibre très subtile, très subtile entre des libertés individuelles d'un côté et puis une sorte de contrainte exogène qui fait que ça va pouvoir préserver, ça serait une souveraineté de l'individu sur ses propres données. Donc ça, je m'adresse à Francis là-dessus, sur cet aspect-là, je pense. En écoutant Christian tout à l'heure parler de Discovery, je me suis dit il y a au moins un domaine où on est plus fort en France qu'aux États-Unis, parce que nous, les dossiers, on les retrouve dans la presse. Quand il y a eu l'affaire de Wikileaks, je me suis dit, tiens, on est en train de nous préparer à mettre notre vie privée personnelle dans la presse. Là, c'était la vie privée des ambassadeurs, des échanges, etc. Mais ce mouvement de décompensation est effectivement très dangereux. Ce qui est très important dans la vie privée, c'est l'existence d'un intérieur et d'un extérieur, et c'est cet intérieur qui fait qu'il y ait des êtres humains. Si on n'a plus d'intérieur, on va tous être pareils, il n'y aura plus de créativité, il n'y aura plus d'humanité quelque part. Donc c'est un enjeu qui est très très fort et sur lequel il faut en plus, la vie privée, elle n'est pas forcément la même dans un petit village que dans une ville, en France, aux États-Unis, en Chine, etc. Donc il faut avoir les moyens de souveraineté pour qu'on puisse choisir, que chaque personne puisse choisir son style de vie privée. Donc ça, c'est... Alors le problème est comment faire. Donc il y a effectivement un combat d'abord contre cet esprit de transparence qui fait que tout doit être mis partout, etc. C'est vraiment un combat idéologique très très fort à mener. Ensuite, il y a comment faire, puisqu'effectivement, on va se retrouver, les données, on en a beaucoup, elles sont personnelles, elles sont d'État, elles sont publiques, elles sont communes. Il y a, la variété là est grande. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on pourrait avoir des réponses techniques. Finalement, si l'un d'entre nous, lorsque quelqu'un tape son nom sur un moteur de recherche célèbre, quel soit-il d'ailleurs, il serait très facile de filtrer. C'est-à-dire qu'il serait très facile de donner dans son profil l'idée que tel et tel type d'informations ne doivent pas être accessibles à d'autres. Ce n'est pas infaisable du tout. Ce n'est pas l'intérêt de ces grandes plateformes. C'est pour ça que ce n'est pas fait. Mais je pense que petit à petit, on doit pouvoir commencer à y travailler. Et d'ailleurs, c'est un sujet dont on discute. Ce n'est pas simple, les données. Parce que certains disent qu'il faut donner la propriété personnelle. Mais d'autres disent si quelqu'un est propriétaire de ces données, ça veut dire qu'il peut en transférer la propriété. Et pour des raisons économiques X ou Y, il peut être amené à transférer cette propriété. Donc d'autres disent qu'il faut effectivement qu'il y ait une part d'inaliénable dans les données, de façon à ce que l'on puisse trouver la façon de les utiliser. Et il y a des solutions. Dans le logiciel libre, on a inventé des licences qui permettent d'avoir tel type d'utilisation. On peut très bien, petit à petit, construire, apprendre et développer ce type de licence. Et quelque part, par rapport à l'intérêt, parce que pourquoi est-ce que les gens utilisent nos données pour en faire des choses qu'on ne voudrait pas qu'ils fassent? C'est parce qu'ils y ont intérêt. Donc par rapport à l'intérêt, il y a des réflexions qui sont en train de dire est-ce qu'on peut, dans ces systèmes de données, avoir des formes d'engagement, comme des licences, de loyauté, qui fait que, bien sûr, une entreprise pourra toujours transgresser. Mais le prix à payer, si jamais effectivement cette transgression devient publique, vous savez qu'aux États-Unis, on a le droit de mentir, mais il ne faut pas se faire prendre. Sinon, après, là, ça peut être catastrophique. Donc, si on y rajoute un certain nombre de règles que l'on puisse élaborer et un peu d'autorité de testing, je pense que petit à petit, on va pouvoir apprendre cela. Mais il ne faut pas se précipiter, parce que moi, je pensais aussi, il y a quelque temps, que donner la propriété aux personnes de ces données personnelles, c'était la solution. Et en fait, on peut se rendre compte que ça peut avoir des effets aussi désastreux. Donc il faut passer un petit peu de temps à apprendre, mettre devant vraiment comme un objectif que la vie privée, ce n'est pas aux autres de décider, c'est à la personne. Alors on sait bien qu'il y a des limites à cela. Il y a une époque, si on avait la tuberculose, il fallait le déclarer, sinon c'était un crime contre l'État parce qu'on était contagieux. Il peut y avoir des données comme ça qui sont d'intérêt public, on peut les définir, mais aller contre cette idée que finalement, cet intérêt curieux que l'on a, parce que dès l'instant où on met sur la place publique telle ou telle pièce qui ne devrait pas l'être, on va tous voir, quoi.
on a comme ça un intérêt, enfin, plus que curieux même parfois. Donc, donc je pense qu'il faut effectivement mettre ça en avant. Il y a une partie des gens, des internautes qui disent, de toute façon, comme la NSA nous voit, tout le monde nous voit, etc. Donc, vivons nus dans la société. Je pense que c'est une erreur profonde parce que l'uniformisation auquel ça conduirait serait catastrophique. Je pense que l'une des difficultés, c'est également l'irréversibilité de certains mouvements, de certains processus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Tu vois, le droit à l'oubli aujourd'hui, tout à l'heure Christian parlait de la profusion, de fait de cacher dans la profusion. Donc il y a quelques temps, là, il y a une société qui s'est créée pour faire disparaître des choses dont certaines personnes ne voulaient pas, que certaines personnes ne voulaient pas voir apparaître sur leur profil internet, etc. Et la seule manière qu'elles avaient de faire ça, c'est d'augmenter les données sur la personne de telle manière à ce que ça s'enfouisse dedans et que ça ne. Donc en fait, le problème du retour arrière est un vrai problème. Ça marche. Oui, parce ça que marche. Quand c'est au-delà de la 3e ou 4e page, oui, ça marche. À ceci près que, ça marche, sauf si tu te mets à chercher, tu peux le trouver. Alors le problème, c'est quoi? C'est que là, dans ce que tu dis, Francis, tu dis effectivement les gens peuvent décider ou non s'ils veulent mettre quelque chose de leur vie privée sur la place publique ou pas. Je pense que, on parlait tout à l'heure, la responsabilisation des personnes, on ne sait pas forcément, je veux dire, dans l'état actuel des choses, on ne sait pas ce qui est potentiellement nuisible, ce qui est nocif, etc. Je veux dire, des gens, ils mettent leurs photos sur Facebook, machin, ils ne se rendent pas compte que quelques temps après, ça va être utilisé négativement, quoi. Donc on est dans une sorte de, tu vois, pour mesurer l'impact de ce qu'on publie est un problème difficile, tu vois. Je pense que c'est un raisonnement bizarre de dire que finalement, de toute façon, on ne pourra pas y arriver parce qu'en cherchant, on pourra toujours trouver, pour ne pas faire des choses simples, qui est de dire, moi, si je n'ai pas envie que mes photos soient publiées si on fait une recherche sur un moteur, je le dis, et c'est très facile à faire. Alors, en fait, il y a des business qui se sont créés, des business de la trace. Alors, parmi ceux-là, alors on est très content parce qu'il y a un champion mondial qui est un champion français qui s'appelle Criteo. Et ce que fait Criteo, c'est que, il regarde où vous allez avec votre butineur, diraient en fait les Québécois, et à chaque fois qu'effectivement vous faites une action, que vous regardez une page, que vous envoyez en fait un message, etc., il enrichit effectivement votre profil, et il augmente la taille de votre cookie. Donc c'est pas un gâteau, c'est c'est toutes les informations associées en fait à votre profil. Et on se pose en fait des questions qui sont des questions d'importance. On voit bien les impacts qu'elles peuvent avoir. Et fondamentalement, c'est là où on voit qu'il y a un manque de courage politique qui est évident. Il y a une mesure qui est très simple, qui devrait permettre en fait d'augmenter cette option de choix. Parce que ce que disait Francis, c'est qu'il disait l'idéal serait que j'ai le choix sur mes datas. Je publie ou je ne publie pas. Je peux avoir envie qu'on utilise mes traces ou j'ai pas envie qu'on les utilise. Je peux trouver ça sympathique quand je suis utilisateur d'un système en ligne, qu'on se rappelle de moi pour pas que j'ai à ressaisir mon login mot de passe et puis qu'on se rappelle de moi là où j'ai envie d'aller sur Google et qu'on me propose plutôt les pages qui m'intéressent. Donc je peux aussi avoir envie de partager mes datas. Mais le vrai sujet, c'est d'avoir le choix. Or aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est ça qui est scandaleux. Et donc il y a une proposition de loi qui a été poussée par quelques eurodéputés sur le thème « Obligeons les navigateurs et les sociétés qui commercialisent les navigateurs, quand ils délivrent en fait un navigateur installé sur un système d'exploitation ou quand en premier download, en premier téléchargement du navigateur, que l'option « Je ne veux pas de cookies, monsieur les fournisseurs de services Internet » soit activée. Et je vous le donne en mille. L'écosystème d'Internet s'est mobilisé avec énormément de férocité pour que la proposition de loi soit enterrée avant même qu'elle soit discutée. Parce qu'aujourd'hui, Francis le disait aussi, c'est du business. Tout ça, c'est du business fondamentalement. Et donc, il y a une industrie qui est en train de se nourrir de nos datas. Et là, je partage complètement. Il y a un intérêt aujourd'hui pour des acteurs économiques de savoir qui on est, ce qu'on aime, qui on contacte, qu'est-ce qu'on aime faire, etc. Et donc là, il y a un enjeu de société, mais qui est vraiment essentiel, qui est de faire prendre en compte ces sujets-là, de remonter les sujets, encore une fois, à un degré
de conscience plus important. Et les solutions existent. Alors, il y en a d'autres de solutions qui existent. Vous parliez tout à l'heure de la façon dont on pouvait se protéger en tant qu'individu. Je vous le dis, vous pouvez avoir une existence et des actions sur Internet parfaites, en faisant exactement tout ce que vous voulez, sans jamais vous faire prendre, y compris par mon camarade de droite. Ça, c'est possible aujourd'hui. Toute la panoplie des outils existe. Alors bon, le problème, c'est que pour tester, il faudrait qu'on joue à ce jeu-là, et puis c'est le jeu du voleur et du gendarme. Donc le voleur, tant qu'il n'est pas pris, c'est un voleur libre et indépendant. Et puis le jour où il est pris, c'est trop tard pour qu'il puisse encore clamer qu'il avait en fait cette liberté-là. Mais tous les outils existent. La vraie difficulté, c'est que ces outils-là, aujourd'hui, ils sont réservés à une sphère relativement resserrée de personnes, parce qu'en fait, ils sont complexes à mettre en œuvre. C'est-à-dire que les écoutes de traces, les enregistrements de traces, etc., pas forcément d'ailleurs régaliens, y compris simplement économiques de la part en fait des plateformes, etc. Pour échapper à tout ça, c'est faisable, mais ça nécessite en fait un certain investissement. Et c'est là où on devrait se poser la question de la mission de tel ou tel acteur pour démocratiser peut-être ces outils-là, ne serait-ce que pour avoir cette liberté de pouvoir butiner comme on le souhaite, et pas en pseudo-navigation cachée, là, parce que là c'est une grande arnaque, quand les navigateurs en option cachée, ça ne cache pas grand-chose. Ça cache, je pense je pense, si je peux me permettre, les outils existent, je pense qu'il y a des outils, mais il y a quand même des solutions partielles aujourd'hui. C'est-à-dire que, partielles, je reste persuadé, je ne suis pas convaincu du fait que, tu vois, le fait de, pour pouvoir faire oublier, il faut noyer les trucs. Alors, je veux dire, là, pour moi, ça c'est pas faire. Il y a un vrai Internet. Disparaître. Alors, le problème, la réversibilité de ça est un vrai problème. On ne peut pas revenir en arrière. Pour donner un exemple très concret, nous à l'Inagora, dans le cadre d'un mécénat de compétences, on a créé pour les gens de RSF, Reporters sans frontières, ce qu'on appelle en français l'abri anti-censure. C'est disponible sur un site internet qui s'appelle We Fight Censorship. Et alors là, on n'allait pas demander aux services secrets français de venir essayer de casser le coffre-fort électronique, mais on s'est dit que peut-être que plus fort même que les services, il y avait les Anonymous. Et donc en fait, on a sollicité indirectement, parce qu'on l'a fait en fait via nos collègues de RSF, mais on a sollicité les Anonymous pour venir craquer en fait le coffre-fort. Alors naturellement, sur la première campagne, ils y sont arrivés, et puis depuis, ils n'y sont pas arrivés. Et les services sont peut-être dans Anonymous, on n'en sait rien. Bon, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous, on pense que ce coffre-fort, en fait, il est complètement sûr et de confiance. Et ce qu'on a fait sur un élément qui consiste quand même à uploader des documents et à les storer en fait, dans un espace sécurisé et accessible en fait, aux gens de RSF, toute cette démarche-là, elle est beaucoup plus compliquée que simplement naviguer de façon tout à fait anonyme. Donc, la faisabilité réelle et concrète, moi je pense qu'elle est accessible. Bon là c'est une question encore une fois du voleur et du gendarme. Il y a bien sûr à un moment donné, il y a toujours en fait on peut se faire attraper, mais fondamentalement elle est possible, la technologie le permet. Le vrai sujet, c'est effectivement comment on fait pour que ces outils-là soient simples et accessibles. Et, voilà. Et moi je pense que le régulateur a une place en fait essentielle à jouer, et c'est pas très compliqué de pouvoir changer en fait la donne aujourd'hui. On s'approche, c'est un débat passionnant, on s'approche de la fin de notre table ronde. Je voudrais, peut-être avant de passer la parole à la salle, peut-être pour une ou deux questions éventuelles, avoir une réaction peut-être de Dominique quand même sur ce qui vient d'être dit, sur la faisabilité de cette privacy, des outils disponibles. Est-ce que justement cette réversibilité de l'information n'est pas forcément la réversibilité des traces n'est pas forcément un frein. L'irréversibilité des traces, n'est pas forcément un frein. Est-ce que c'est... Alors, d'une part, je pense que sur cette question précise de la réversibilité, l'irréversibilité, je pense que c'est aussi un peu les règles de la vie, quoi. Nos actes ont des conséquences. Bon, effectivement, on ne revient pas en arrière. Bon, donc évidemment, alors je vois bien ce que tu veux dire. Je veux dire, c'est pas le problème, c'est qu'on pourrait décider après d'effacer un certain nombre de choses. Mais c'est quand même important de garder ça en tête, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir les anticiper
Parce que précisément, une fois que c'est fait, ben oui, on ne peut pas se tirer d'affaire en se disant je ne l'ai jamais fait. Donc de ce point de vue-là, c'est plus compliqué que seulement de dire je mets, j'efface, etc. Ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'il y a précisément maintenant une question de responsabilité sur les conséquences de nos actes qui est valable pour tous nos comportements d'ailleurs à tous les niveaux où on a été vraiment très irresponsable dans tout un tas de domaines avec les conséquences que l'on voit maintenant. Ça va être la même chose du point de vue des données personnelles puisqu'on a été très irresponsable collectivement, c'est pas seulement individuellement. Et à mon avis, la catastrophe à venir, elle va nous tomber dessus. Et puis à ce moment-là, on commencera à se dire, tiens, on aurait dû y penser avant. Mais je pense qu'il va falloir qu'elle vienne pour qu'on réagisse sérieusement. Alors je ne suis pas là à jouer les Cassandres, mais il se trouve que c'est quand même la seule façon, pour moi qui ai travaillé beaucoup sur les systèmes de sécurité, y compris en sécurité civile, etc., les pompiers m'ont toujours dit ça, qu'effectivement, c'est seulement quand il y avait les catastrophes qu'il y avait une fenêtre de 6 mois pour faire passer une loi, pour faire avancer les questions de sécurité. Sinon, tout le monde s'en fout. Donc là, effectivement, je pense que quand ça va nous arriver, c'est pas le PlayStation Network il y a 3 ans qui était seulement à 10 millions de comptes. Maintenant, on est à 100 millions de comptes, etc., qui sont piratés. Donc quand ça va vraiment nous prendre à la gorge, là, ça bloquera beaucoup de choses. Là, on commencera peut-être à se dire qu'il faut faire quelque chose. Et ça ne durera pas très longtemps parce qu'on oubliera, nous, alors le droit à l'oubli des conséquences de nos actes, là, il est très très fort aussi. Ça marche très bien. Mais ça, c'est une chose. La seule question, autrement, qui est plus compliquée, j'entends bien qu'il faut que le régulateur agisse, j'entends bien qu'il faut que les ingénieurs inventent les solutions, j'entends bien aussi qu'il faut éduquer, précisément ce que je viens de dire, à la responsabilité, etc., tout ce que l'on veut. Le seul élément que j'ajoutais, c'est qu'effectivement, il faut qu'on ait aussi un mécanisme de marché. Je considère aussi qu'il faut qu'on ait un mécanisme de marché qui puisse mettre la pression, parce que nous, on a affaire à du business, comme ça a été dit. Et donc, si on ne trouve pas un levier pour que, il y ait d'autres acteurs plus puissants économiquement qui soient intéressés à l'affaire, c'est juste l'idée de la proposition que je mettais sur la table, de dire il faut qu'on arrive à trouver l'ensemble des médiations qui fassent tenir un dispositif. Il se trouve que le régulateur n'y arrive pas pour le moment. Il se trouve que les techniques sont pourtant disponibles et pourtant ne sont pas mises en place. Donc, où est le problème ? Oui. Merci. Est-ce que on peut prendre une ou deux questions de la salle ? Est-ce qu'il y a une question ? Des choses qu'on n'a pas évoquées et qui suscitent quand même votre curiosité sur l'un ou l'autre de ces sujets ? S'il n'y a pas de questions, si l'un de mes invités voudrait ajouter quelque chose, ce serait bienvenu avant de conclure. Sinon, il me reste à vous remercier pour ce débat que personnellement j'ai trouvé très intéressant et qui mériterait, à mon avis, on peut en discuter longuement parce que là je vois qu'on est à l'aube de quelque chose. Je veux dire, là je disais tout à l'heure, on cherche un équilibre et on pense que l'équilibre existe. C'est ça le postulat. Bon, c'est un postulat qui est optimiste. Il vaut mieux l'avoir pour pouvoir chercher l'équilibre. Mais il y a peut-être également un scénario dans lequel cet équilibre n'est peut-être pas forcément accessible dans la situation dans laquelle on est. Et il y a peut-être une transformation. Tout à l'heure, Francis parlait d'une évolution même cognitive. Il y a peut-être une évolution cognitive de ce qu'on considère comme étant privé ou pas privé, etc. Il y a peut-être aussi ça il y a un scénario dans lequel c'est quelque chose qui pourrait se profiler. Merci à tous pour ce débat et merci pour cette journée. Et donc, à demain pour la deuxième journée de ce colloque. Merci beaucoup.